Deuxième vidéo sur ce cours sur la transmission de puissance en régime sinusoïdal, les régimes triphasés. Alors on reconnaît en général à Tesla la mise en œuvre et la théorisation des régimes triphasés, mais en réalité c'est quelque chose qui était encore une fois dans l'air du temps. On a eu Bouchereau en France par exemple qui a énormément travaillé sur ce mode de distribution de puissance. Au début du XXe siècle, on commence à interconnecter les réseaux. L'interconnexion des réseaux, elle permet une répartition de la charge du réseau, c'est-à-dire qu'une centrale, un moyen de production, peut prendre le relais d'un autre moyen de production. Ce qui permet, par exemple, par ce qu'on appelle le foisonnement, c'est-à-dire que ponctuellement, il peut y avoir des augmentations de puissance appelées de consommateurs qui ont besoin d'énergie, et parallèlement, ailleurs, quelqu'un n'en a plus besoin. Ce qui fait qu'on est plus sur une valeur moyenne que sur des pics de charge et puis une utilisation des moyens de production. Donc une gestion correcte de tous les moyens de production permet d'équilibrer la charge du réseau interconnecté. Ça permet aussi d'assurer une continuité de service. S'il y a un moyen de production qui est en panne, eh ben, il peut être pris en charge par tous les autres moyens de production. Au final, on finit par faire le choix du monophasé ou du triphasé et de choisir des fréquences et tensions communes. Entre 1900 et 1930, le nombre de communes interconnectées passe en France de 7000 à 36 000, c'est-à-dire que l'ensemble des communes sont interconnectées. On passe à une tension d'interconnexion qui va de 100 000, 225 000, 400 000 volts. La fréquence choisie est le 50 Hz, alors qu'il y avait des réseaux 25 Hz, 42 Hz, il y avait du courant continu également. Tout ça, ça s'uniformise. Quelque part, c'est après la Seconde Guerre mondiale que tout cela, au moment de la reconstruction de la France, on fait des choix d'interopérabilité de nos réseaux. Et comme il faut tout reconstruire, autant reconstruire correctement. Dans les années 70, on passe alors à un réseau uniformisé triphasé 50 Hz interconnecté à 400 000 volts. Cette tension d'interconnexion, elle est valable en France. On peut trouver des tensions plus élevées en Russie, par exemple, où les distances sont énormes. On peut avoir des tensions de 800 000 volts, en Amérique du Sud également. Au final, on le montrera ou on le mettra en évidence lors d'un TD. On verra que le régime triphasé, c'est quelque chose qui permet de, alors toujours pareil, suivant les hypothèses qu'on pose ou les contraintes qu'on pose, soit pour un réseau donné ou pour des pertes données, d'avoir plus de puissance distribuée, ou alors d'avoir, tout en gardant le même rendement, eh bien, un volume de cuivre inférieur au niveau de l'installation. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une source triphasée? C'est tout simplement trois sources monophasées de même amplitude déphasées de 120 degrés. Le déphasage de 120 degrés il vient tout simplement des trois bobinages qui sont sur l'alternateur, qui sont répartis autour de l'alternateur. Et si on met trois bobinages autour d'un alternateur, ils sont déphasés de 120 degrés. Et donc, lorsque le rotor tourne, eh bien, il va successivement alimenter les trois bobinages ou induire des courants dans les trois bobinages, ces trois courants étant déphasés de 120 degrés. On a donc des tensions V1, V2, V3 qui sont trois tensions simples qu'on appelle des tensions simples sur le réseau. Le point commun des trois sources, on va l'appeler le neutre. Et les trois lignes d'alimentation, L1, L2, L3 ou 1, 2, 3 lorsqu'on a, pour simplifier un petit peu le contenu des dessins. On va donc appeler V1, V2, V3 les tensions simples du réseau, c'est-à-dire les tensions qui sont prises entre une phase et le neutre. Et on a donc tout simplement trois tensions, V1, V2, V3, qui sont déphasées d'un tiers de période. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut avoir un petit peu en tête. On note, on l'a déjà dit, on est en régime sinusoïdal, donc la tension crête, c'est racine de 2 fois la tension efficace. Alors si on a des tensions simples, on peut aussi prendre les tensions qu'on dit entre lignes, les tensions phase-phase. Donc on va noter par exemple U1,2, la tension entre la phase 1 et la phase 2, U2,3, la tension entre la phase 2 et la phase 3, et U3,1, la tension entre la phase 3 et la phase 1. C'est ce qu'on appelle les tensions composées. On a pris l'habitude de noter les tensions simples V et les tensions composées U, mais c'est aucunement une obligation, c'est une on va dire,
quelque chose que l'on fait régulièrement, mais il ne faut pas compter dessus. Il faut aller voir un petit peu quelles sont les définitions de ces tensions. Voilà. Par contre, lorsqu'on a une notation 1-2, bah, ça veut bien dire entre la phase 1 et la phase 2. Et donc on regarde, et si on voit ces tensions, on voit qu'elles sont décrites ici, et elles sont d'amplitude plus élevée, avec des déphasages qui ne sont pas en phase avec V1, V2, V3. On va regarder ça d'un petit peu plus près. Alors, dessinons ici nos trois tensions simples, V1, V2, V3, et on va dessiner la tension U1,2. Donc on va tracer moins V2, on a V2 ici, on le prend en l'inverse, on le met au bout de V1, pour tracer V1 moins V2, on a V1 moins V2, et voilà ici la tension U1,2. Puisqu'on a 30 degrés ici, qu'on a un triangle que l'on voit qui est isocèle, ça veut dire qu'on a 30 degrés en face, et donc on a 120 degrés ici, puisque la somme des trois angles fait 180 degrés. Donc on a finalement un déphasage de 30 degrés, si on regarde bien, entre V1 et U1,2. Hein, ça c'est un premier élément qu'on peut prendre en compte. Ensuite, on va essayer de relier la valeur de U1,2, la norme de U1,2 avec la valeur de V1 et de V2. Donc on a un triangle, et ce triangle, eh ben, on va prendre la moitié ici. On a donc ici une demi-longueur de U1,2 hein, qui peut être obtenue par une relation dans le triangle rectangle qui vaut donc 1 demi de U1,2, ça vaut V1 cosinus 30 degrés, puisque c'est le côté adjacent, hein, donc on a un cosinus 30 degrés fois ça. Alors comme cosinus 30 degrés, c'est racine de 3 sur 2, et puis que là on a 1 demi, les 1 demi se simplifient, il arrive immédiatement que la valeur de U1,2, c'est racine de 3 V1. Voilà quelque chose d'intéressant, donc on a un rapport racine de 3 entre la valeur efficace de la tension composée et la valeur efficace de la tension simple. Ça c'est quelque chose qu'il faut absolument retenir et qui est très très important. Alors regardons un petit peu notre triangle, voilà ce qu'on avait dessiné, et on va tracer de la même façon, toujours, nos tensions composées, et on voit donc qu'on a un déphasage de 30 degrés systématiquement entre ces tensions, et on voit par exemple que V1 est perpendiculaire à U2, 3, ce qui permet déjà d'en placer deux dans un diagramme, hein, par exemple. Voilà, donc là on a le triangle des tensions simples et des tensions composées dans un système triphasé. Alors on va parler d'un réseau 230-400 volts, 50 Hz, pour dire que le réseau est triphasé équilibré, qu'il est à 50 Hz, que la tension simple c'est 230 volts et que la tension composée c'est 400 volts. On peut remarquer que 230 racine de 3 c'est 398 volts, donc c'est pas exactement 400 volts, ça fait 0,5% d'erreur. Le fournisseur d'énergie, de toute manière, délivre sa tension à 230 volts avec il s'autorise plus 10% et moins 6%. Hein, donc l'erreur de 0,5% en soi, c'est pas très très grave. On parle aussi de réseau, par exemple, 220-380, parce que 220 racine de 3, ça fait 380 volts. Hein. Lorsqu'on parle d'un réseau triphasé 400 volts, en fait, on nous donne U. Hein, là, je donne des petits éléments de langage hein, qu'on a, voilà. Et un réseau 230-400 volts, hein, on a les tensions simples. Regardons un tout petit peu dans le monde comment ça se passe. Eh bien, on voit qu'on a quand même majoritairement une distribution autour de 200 volts, 220, 230, 240 volts hein, à 50 Hz. Hein, c'est ce qu'on trouve ici dans l'ensemble de l'Europe et de l'Asie. Ben, ces réseaux sont interconnectés. Hein. On est aussi interconnecté partiellement avec l'Afrique, on est interconnecté avec l'Angleterre hein, également. Voilà. On a en rouge, par contre, les réseaux 60 Hz. Les réseaux 60 Hz, hein, ils sont donc essentiellement en Amérique du Nord et dans le nord de l'Amérique du Sud, et aussi un petit peu au Japon. Au Japon, il y a un petit peu tout qui se mélange parce qu'il y a plein de fournisseurs d'électricité qui sont indépendants. Et chacun y va un petit peu de sa norme et de son historique. On a du 60 Hz aussi en vert, hein, mais avec des tensions de 220 volts. Hein. Notons qu'ici on a des tensions de 100 volts et ici on a des tensions de 100 volts. Aujourd'hui, nos appareils électriques sont compatibles, la grande majorité de nos appareils électriques, je ne veux pas dire de bêtises non plus, sont compatibles avec l'ensemble de ces tensions. Il n'y a qu'un problème d'adaptation mécanique hein, des prises de courant, mais on peut généralement faire fonctionner nos appareils électriques indifféremment. On regarde d'ailleurs, c'est écrit dessus, hein, les tensions vont de
je ne sais plus, pour un chargeur de téléphone portable, hein, c'est entre 90 volts et 240 volts, la tension d'alimentation, peu importe la fréquence. Hein. Alors en triphasé, on va avoir la puissance totale, c'est P1 plus P2 plus P3. Et la puissance réactive totale, c'est Q1 plus Q2 plus Q3. Ce qui veut dire que si les récepteurs sont équilibrés, récepteurs équilibrés veut dire qu'ils ont chacun la même impédance, ça veut dire qu'on a la puissance totale qui vaut 3 fois la puissance sur une phase, et la puissance sur une phase, c'est VI cos phi. Phi étant le déphasage entre V et I. La puissance réactive totale, c'est 3VI sinus phi, et la puissance apparente totale, c'est 3VI. Donc finalement, le triphasé, quand il est équilibré, c'est-à-dire qu'on a des tensions équilibrées sur le réseau, et on a des récepteurs identiques sur chacune des phases, et bien globalement, en termes de bilan de puissance, c'est tout simplement 3 fois du monophasé, triphasé 3. La difficulté, en fait, elle va venir du fait qu'on a U égale racine de 3V. Et donc on peut, dans cette relation, dans les relations qu'on a là-haut, remplacer V par donc U sur racine de 3. Et à ce moment-là, on trouve que la puissance de triphasé, c'est racine de 3 UI cos phi, racine de 3 UI sinus phi pour la puissance réactive, et racine de 3 UI pour la puissance apparente. Et voilà qui amène les petites ambiguïtés. Est-ce que c'est 3VI? Est-ce que c'est racine de 3 UI? Est-ce que c'est 3 UI? Ou est-ce que c'est racine de 3 VI? Ça fait finalement 4 possibilités. Il n'y en a que 2 qui sont bonnes dans ces configurations, le racine de 3 UI et le 3 VI. Alors, il faut savoir de quoi on parle. Il n'y a pas de problème. Moi, je préfère toujours revenir à la définition, c'est-à-dire que j'ai 3 tensions simples avec un courant I. Chaque tension simple et courant I, la puissance, c'est VI cos phi. Et comme c'est du triphasé, c'est 3 VI cos phi. Voilà, qui permet de partir de la base de ce que c'est que le triphasé. Par contre, c'est vrai que dans la littérature, on trouve bien plus souvent les relations en racine de 3 UI, par exemple, pour la puissance apparente. Alors pourquoi? Parce qu'on a beaucoup de récepteurs triphasés qui sont branchés sans neutre, et donc on n'a pas accès aux tensions simples. On n'a pas accès aux tensions simples, et donc on ne peut mesurer que U et que I en ligne, et donc pour avoir la puissance apparente, on fait racine de 3 UI. Alors c'est comme ça, moi je n'aime pas beaucoup ça, mais bon, il faut bien faire avec. C'est pas si compliqué, il faut simplement savoir qu'il y a ici un piège, entre guillemets, ou qu'il y a quelque chose, comme d'une manière générale, où il faut être attentif. Bien penser que phi n'est pas le déphasage entre U et I. Phi, c'est le déphasage entre V de t et I de t, donc c'est raison de plus pour laquelle je n'aime pas cette relation, parce qu'ici on fait apparaître un angle phi, mais il faut prendre en compte les tensions simples, pour pouvoir parler d'un déphasage entre U et I. Alors, ça nous amène au couplage des récepteurs. On a des couplages étoiles, triangles, etc. On va essayer de comprendre un petit peu ça. Donc, voilà un exemple de couplage étoile avec 2 façons de le dessiner. Alors ici, le couplage étoile tel qu'on a l'habitude de voir, avec des courants I1, I2, I3. Et ici, c'est la même façon de coupler, et on a I1, I2, I3. Et le courant neutre qu'on appelle IN. Les courants I1, I2, I3 sont les courants de ligne, et les courants de ligne sont aussi les courants dans les impédances Z1, Z2, Z3. Et on peut remarquer que chaque impédance est soumise à une tension simple, hein, V1, V2 ou V3, une tension simple petit v1. Ici V1, à chaque fois, on est bien entre une phase et le neutre. Si on a Z1 égale Z2 égale Z3, à ce moment-là, les valeurs instantanées, I1 plus I2 plus I3, sont nulles. Et donc, je n'ai pas de courant dans le neutre. Lorsque je suis sur des charges équilibrées, typiquement un moteur, hein, il n'a aucune raison, le moteur, sauf destruction, s'il est abîmé qu'une de ses phases soit coupée, on n'a pas de courant dans le neutre. Ce qui veut dire que sur des charges équilibrées, on peut supprimer le neutre. Ça peut paraître bizarre, mais on peut supprimer le neutre. On a donc un couplage étoile avec neutre. À ce moment-là, ça impose des tensions sur la charge qui sont équilibrées. Et la somme des courants n'est pas forcément nulle. Vous savez, je le dis souvent, l'égalité, c'est une vue de l'esprit, c'est un concept de mathématicien. En réalité, nos charges ne seront jamais parfaitement équilibrées, nos tensions ne seront jamais parfaitement équilibrées. Il y aura toujours un petit courant résiduel dans le neutre. Le courant ne sera pas strictement nul.
Il suffit de prendre une loupe suffisamment forte pour voir que le courant n'est pas nul. Si on fait un couplage sans neutre, à ce moment-là, on impose une somme des courants qui est nulle. Ben là, on a bien quelque chose de nul, mais il n'y a pas de courant parce qu'il n'y a pas de fil. Et donc, du coup, ce sont les tensions qui vont se déséquilibrer sur la charge. On a un neutre flottant. Ben oui, ce neutre flottant, finalement, il va se positionner de telle sorte que la somme des courants soit nulle. Alors, ce n'est pas forcément gênant si on est bien équilibré. On impose donc de ne pas avoir de retour dans le neutre. Par contre, si jamais il y a un souci sur une des impédances de la charge, eh bien, les tensions peuvent se déséquilibrer fortement et faire claquer chacune des charges sur les trois phases. Voilà. Alors du coup, est-ce qu'on fait un couplage étoile avec ou sans neutre? Il faut savoir que ça va être moins cher. On a, mine de rien, un fil de moins sur notre câble. On a des protections qui vont être tripolaires au lieu d'être tétrapolaires, donc ça fait une installation qui au final va coûter moins cher, mais il faudra se poser la question du déséquilibre sur les phases et de la capacité de la charge à encaisser un fort déséquilibre. Le couplage triangle. Le couplage triangle, eh bien voilà, je l'ai dessiné ici, on va avoir nos courants de ligne, mais on voit que les courants de ligne, ce ne sont pas les courants dans la charge. On a chaque impédance qui est soumise à une tension composée, U, ici, U12, U23, ici. Donc chaque impédance est soumise à une tension composée. Et on a des courants J12, J23, J31 qui sont les courants composés. J12 qui va de 1 vers 2, J23 qui va de 2 vers 3, et J31 qui va de 3 vers 1. Alors regardons un petit peu cette histoire de courant. On va prendre notre V1 et notre U23 comme tout à l'heure qui sont perpendiculaires. On va placer nos courants J12, J23, etc. qui sont les courants triphasés. Donc quelque part je les mets de façon quelconque. Je ne sais pas du tout comment ils sont positionnés. Et je vais écrire une toute petite loi des nœuds. J'ai un déphasage phi entre ma tension composée ici et mon courant composé, qui est lié à la charge. Et je peux écrire par exemple que I1 égale J12 moins J31. C'est tout simplement une loi des nœuds que j'écris ici. En écrivant cela, je vais pouvoir tracer mon courant I1, le voilà, et je me retrouve dans la même situation que tout à l'heure, c'est-à-dire de dire finalement que I1, c'est racine de 3 fois J. Je remarque que je retrouve mon déphasage phi ici, entre I1 finalement et V1, et ce qui est tout à fait logique. Je retrouve le déphasage que j'ai entre J et U, entre les courants composés et les tensions composées. On retrouve le même déphasage entre le courant de ligne et la tension simple. Et de ça, je tire que I égale racine de 3 fois J, c'est-à-dire que le courant de ligne est racine de 3 fois plus grand que le courant composé. Voilà ce qu'on pouvait dire un petit peu. On parlera dans la prochaine vidéo du couplage des récepteurs, des couplages étoile-triangle en particulier sur les moteurs.